Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Entreprendre à l'étranger saison 2. Comme je disais lors du premier numéro, sur la saison 1, on a souvent eu l'occasion d'aller à l'étranger. Pour la saison 2, on va continuer en France et on va prendre la direction de Paris où je reçois Romain. Romain, salut, merci d'être là. Salut, merci Ali. de m'accorder de ton temps et je vais te laisser te présenter. Ça va être beaucoup plus simple. Ali, merci à toi pour l'invitation. Alors oui, effectivement, je suis de retour à Paris après avoir vécu au Mexique pendant plusieurs années, 2 ans pour être exact. Donc je suis Romain Maltru, je suis le dirigeant de l'entreprise From the Insight. On accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur transformation digitale. Je fais ça depuis 1 an et demi maintenant. Je suis également professeur à l'université Paris-Descartes, où j'enseigne le traitement des données et la gestion budgétaire. Et depuis peu, alors c'est quelque chose dont on n'avait pas encore parlé, mais qui pourrait t'intéresser, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je co-anime l'incubateur de start-up de l'IUT Paris-Descartes, aux côtés de Marc Bourgois, que je salue au passage. Écoute, à qui on passe le bonjour. Nous, on s'est rencontrés sur la communauté, sur Ocha Club, parce que t'es podcasteur comme moi, comme pas mal de monde, et en fait, c'est vrai que j'ai découvert le club qui est assez sympa. Hein. Écoute, on fait de très belles rencontres, donc, et c'est ce qui fait qu'on enregistre ensemble aujourd'hui. C'est vraiment cool. Je sais pas si tu as eu l'occasion même de participer aux événements qu'ils organisent de temps en temps. Je trouve qu'il y a une communauté autour d'Ocha et de leur outil qui est vraiment extraordinaire. J'ai vu qu'il y avait un événement sur Paris et je voulais vraiment y aller, sauf qu'il est tombé en fait un soir où j'avais une réunion de boulot sur Marseille. Ah, c'est pas pratique. Paris-Marseille, c'est compliqué. Mais vraiment, ça va. J'étais un peu déçu. Je comprends. Moi, j'y étais à la première et c'était vraiment cool, quoi. On s'est bien marré. Donc écoute, je pense qu'à l'occasion, la prochaine soirée Ocha à Paris, il y a de fortes chances que j'y sois. Mais méfie-toi parce qu'ils organisent des soirées Ocha un peu partout maintenant. Donc il n'est pas exclu qu'il y en ait une à Marseille à laquelle tu puisses participer plus facilement. Le but, c'est d'en créer une à Marseille. C'est pour ça qu'il y a une discussion sur Ocha Club en ce moment pour définir une date. Génial. Le phénomène podcast. Donc oui, merci de le préciser. C'est vrai que j'anime aussi un podcast comme toi sur la transformation digitale. Donc le podcast, c'est From the Insight. Écoute, on aura l'occasion d'en parler. Moi, la première question qui me traverse l'esprit, c'est celle que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves à entreprendre, à travailler hors de France ? En fait, donc moi j'ai eu une licence de communication en 2008, en pleine crise financière. Et en fait, je trouve pas de travail. Je postule à plein d'agences et je trouve pas de boulot. Et paradoxalement, je trouve des clients. Donc je me lance en auto-entrepreneur et très vite je passe au statut de société. Mais j'y étais pas du tout préparé. Donc je savais pas en fait gérer une entreprise à l'époque. C'était ma première vraie expérience professionnelle, on va dire, qui a duré 6 ans. Mais c'était 6 ans où en fait je me bagarrais avec la TVA, avec l'URSSAF, avec le RSI, la CIPAV pour la retraite. Et en fait j'étais vraiment criblé de, pas de dettes, mais presque. J'avais beaucoup de mal en fait à survivre à Paris avec ma boîte, mais je voyais jamais mes clients. Et un jour, je pars en vacances à Barcelone avec des potes, vacances d'1 semaine, et là, je tombe amoureux de la ville, mais vraiment. Et à ce moment-là, j'ai la chance d'avoir un pote qui habite déjà sur place, et en fait, je me motive à rester. Voilà, je pars 1 semaine en vacances, et au final, je me dis, écoute, j'arrive pas à vivre à Paris, c'est juste plus possible en fait, j'en peux plus. Donc je vais vivre à Barcelone, les loyers sont moins chers, la vie est plus agréable, et je pars m'installer à Barcelone pendant 5 ans. Donc c'est un peu un coup de tête. Je parlais pas espagnol. Ah, ça dure 5 ans quand même. Ah ouais, la semaine qui se transforme en 5 ans. Exactement, mais écoute, j'ai eu un coup de cœur pour la ville, et ça m'a pris comme ça, et puis c'était, je crois, le bon moment pour partir. Parce que comme je te dis, à Paris, j'arrivais plus à survivre avec ma toute petite entreprise. En fait, j'étais tout seul, c'était pas une vraie entreprise. J'avais monté une SARL à l'époque, mais j'avais ni employé, j'avais même pas de vocation à en employer, j'avais pas de vocation à lever de l'argent. C'était même pas mon projet en fait.
Moi, je vivotais avec mon entreprise, mais le statut de SARL, c'était un très mauvais choix. Je l'ai appris plus tard, mais en fait, c'est ces galères qui m'ont amené à Barcelone. Et du coup, je vais citer la mère de mon meilleur ami qui nous disait toujours quand on était gosse qu'il fallait jamais blâmer une contrariété. Et en fait, c'est vrai que partir à Barça, franchement, c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Et si j'avais pas eu ces galères financières, je serais peut-être jamais parti, en fait. Ah ouais, je comprends mieux le parcours. Et là, du coup, tu travailles à distance. Là, tu es en total remote ou ou tu découvres ou tu prends un job à Barcelone ou tu as une clientèle qui est locale? Je suis en total remote. En fait, à l'époque, mon entreprise, je faisais des sites internet et des campagnes d'email pour mes clients. Et en fait, tous mes clients sont en région parisienne. Et du coup, je rentre en France 1 à 2 fois par trimestre. Et c'est l'occasion pour voir mes clients quand c'est nécessaire. Mais sinon, la plupart du temps, je suis à distance, en fait. Et j'avais même des clients à l'époque qui ne savaient pas que j'étais à Barcelone. Ou puisqu'on travaillait toujours sur Internet, on se voyait jamais ou quasiment jamais. Ou alors quand on se voyait, c'était de toute façon à Paris. Qu'en fait, c'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Il n'y a même pas de décalage horaire, donc j'avais aucun effort à faire à ce niveau-là. J'avais une bonne connexion internet, donc j'avais aucun problème. Full remote. D'accord, ouais, t'as inventé le télétravail des années plus tôt, quoi. Ouais, voilà, des années bissextiles. j'ai cherché des clients à Barcelone, Ouais. mais j'ai pas mis beaucoup de volonté de toute façon. Encore une fois, je parlais pas super bien espagnol quand je suis arrivé. Donc voilà, et puis en Espagne, à Barcelone, ils sont plus catalans qu'espagnols pour certains d'entre eux. Et du coup, j'ai jamais eu de clients à Barcelone. Jamais. Comment dire, un coucou au catalan et à Ismaël en particulier, qui est mon ancien coloc et qui est pas espagnol, il est catalan. Ismaël, si tu nous écoutes. Et qui était au Mexique il y a quelques semaines. Ah bon, bah tiens, tu vois, Ismaël, ça se trouve, on s'est croisés plusieurs fois alors. Écoute, si tu veux, je vous mettrai en relation. Ouais, avec plaisir. Du coup, 5 ans à Barcelone. 5 ans à Barça. Tu reviens en France, ça se passe comment? Pourquoi je te pose la question? C'est par rapport à l'état d'esprit. C'est tu reviens dans quel état d'esprit? Le retour, je suis rentré en France parce que vraiment mon entreprise, ça n'allait plus. Donc il fallait que je la ferme en fait. À l'époque, j'avais donc un pote à Barcelone, comme je te l'ai dit, et ce pote va se transformer en vraie relation pro, parce que lui avait aussi une entreprise, une vraie pour le coup, avec des salariés, etc. Et quand je lui annonce que je vais fermer mon entreprise et que je vais partir faire le tour du monde parce que j'en peux plus de la TVA, etc., lui me propose de les rejoindre. Donc en fait, je rentre en France en me disant que je vais fermer ma boîte, mais qu'en même temps, j'ai déjà un nouveau taf, donc ça va. Mais c'est vrai que le retour à Paris, en fait, après avoir vécu à Barcelone, déjà moralement, c'était un peu difficile parce que je venais quand même pour fermer mon entreprise. Même si j'avais pas à la base la vocation de créer une entreprise qui dure, etc., c'était quand même la fin d'une histoire. Une page qui se tourne, c'était quand même un peu démoralisant. Et puis je reviens en plein hiver, donc Paris en hiver, c'est rude, quoi. Tu sais, tu reviens, il pleut, les gens font la gueule dans le métro, c'est pas Barça en fait, c'est vraiment une autre ambiance. Donc le retour à Paris, il a été dur. Franchement, il a été dur. C'est clair. Et là, à Paris, du coup, ça se passe comment? Tu restes combien de temps? Parce que du coup, après, donc c'est ce qui fait qu'on en discute aussi, c'est que tu vas repartir par la suite. Exact. Et tu repars au bout de combien de temps? En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette première expérience à l'étranger, en fait, j'y suis un peu allé, tu sais, doucement. C'est comme avant de sauter dans le grand bain, j'ai trempé mon gros doigt de pied pour voir si l'eau était bonne. Bah voilà, là je suis allé à Barça, c'est à côté, c'est à 2 heures d'avion, ça va. Il y avait des allers-retours à 40 € avec Ryanair, donc je prenais pas non plus un gros risque. Mais ça m'a quand même donné goût, ou pas. J'avais déjà le goût, mais plutôt ça m'a montré que c'était pas difficile, qu'en fait c'était possible de repartir. Donc je rentre à Paris 2 ans. Et quand j'arrive dans cette entreprise qui s'appelle Orchid Création, d'ailleurs je salue Vivien qui est le responsable de cette entreprise, je l'ai rejoint en tant que directeur marketing, mais on sait déjà que tôt ou tard, il y a des projets d'ouvrir une filiale au Mexique et que potentiellement ce serait moi qui m'en occuperais. On ne savait pas ni quand
ni dans quelles conditions, mais on savait que ça allait se produire tôt ou tard et que je serais la personne qui le ferait, et moi ça m'enchantait. Donc je suis resté 2 ans à Paris, et au bout de 2 ans, euh, on a officiellement lancé le projet ouverture de la filiale mexicaine, et du coup je suis reparti au Mexique pour ouvrir la filiale de l'agence. Et du coup, ma question, c'est, tu dis, lorsque tu arrives dans cette boîte, tu sais que l'une des prochaines internationalisations, ça va être le Mexique. Et c'est un choix c'est un choix auquel tu participes ou comment dire, où l'histoire de la boîte fait qu'un jour ils doivent s'installer au Mexique. En fait, ce qui est intéressant dans Orchid Création, et d'ailleurs j'admire beaucoup le Vivien pour ce qu'il a fait avec cette entreprise, c'est que c'est une boîte qui est parisienne à la base, qui avait de très très belles références à Paris. Donc en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la production multimédia, donc des vidéos, du motion design, etc. Ils étaient spécialisés en présentation PowerPoint et ils travaillaient avec vraiment des belles marques françaises, avec Louis Vuitton, avec Eurosport, Canal+, etc. Ils avaient plus de 80 comptes à Paris. Et à un moment, ils ont bossé pour Google à Paris. Et il y a eu l'opportunité de travailler avec Google aux États-Unis, après qu'ils aient vu ce qu'on avait fait pour Google à Paris. Et donc on a commencé à bosser avec Google aux États-Unis. Et au bout d'un moment, ils nous ont dit, si vous n'avez pas une filiale aux US, c'est compliqué pour nous de bosser avec vous, parce que c'est tout un tas de paperasse, et c'est dommage. Donc on a ouvert une filiale à New York, et en ouvrant la filiale à New York, ça a été vraiment une explosion pour l'agence, parce que du coup on avait des plus beaux projets chez Google, on avait plus de marques de Google. Tu sais que Google, c'est plein de marques. Il y a YouTube, il y a Android, il y a Google Play. Bref, du coup, on avait plein de projets. Et en fait, on a ouvert les filiales un peu en suivant les besoins de Google. Et on a commencé à bosser avec Google Mexico. C'est dingue, ouais. Comment dire, ouais, c'est fou en fait. Vous avez Google vous a pris par la main et en fait, ouais, il vous a embarqué, quoi. Exactement. C'est vraiment ça ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que Google, c'est pas qu'ils ont un budget illimité, c'est que vraiment ils te donnent ta chance, quoi. Donc tu peux bosser avec Google au début comme prestataire extérieur, mais on va appeler ça comme ça, mais une fois que tu as fait tes preuves, ils fixent avec toi un SEW, je sais pas trop, je crois que c'est un contrat cadre. Voilà, c'est un contrat cadre. Ils fixent avec toi un contrat cadre, et là du coup tu as vraiment des budgets pour bosser avec eux, et les équipes de Google peuvent bosser avec toi sans que ça leur prenne la tête. Tu as juste à envoyer ta facture, ça déduit le montant du contrat cadre qui reste, et c'est tout. Et c'est pas compliqué pour personne d'autre. Donc c'est vraiment un modèle intéressant de suivre ses clients pour se développer, surtout quand tu bosses avec des grandes boîtes qui ont déjà plusieurs filiales à l'étranger et auprès desquelles tu as déjà fait tes preuves. Et du coup, est-ce que tu peux donner un exemple de ce que vous avez fait pour eux ? Ouais, carrément. En fait, il y a un projet qui m'avait beaucoup plu. C'était YouTube qui faisait tu sais, ils ont un programme de YouTube Rewards, ça s'appelle, donc c'est de récompense. Donc ils récompensent les créateurs qui sont créateurs sur YouTube. Et ils avaient le projet de récompenser les créateurs qui avaient passé le 1 000 000 d'abonnés dans l'année. Donc ça, c'était en 2015. Et ils nous ont demandé déjà, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on leur avait proposé de créer un livre, un yearbook. Si tu veux, c'est le truc des États-Unis où en fait, c'est genre la promo de l'année. Ouais, ce qu'ils ont dans les lycées. Voilà, exactement. Qui était entièrement personnalisé pour le créateur. Donc il y avait son avatar, tout le texte reprenait un peu son parcours. Par exemple, salut Alim, tu t'es inscrit sur la plateforme le 15 juillet 2010. Depuis, ta première vidéo, c'était patati patata, etc. Avec le texte et les images personnalisées. Ça, c'était un des premiers gros projets pour YouTube. Et en fait, il y avait de mémoire 300 livres à faire dans 5 langues. Et en fait, ça avait mobilisé toute l'agence à l'époque parce que, évidemment, il y avait tout un travail de collecte d'informations à faire et d'édition des livres, puisqu'après, c'était des livres qui étaient papier, c'était imprimé. On avait vraiment choisi des imprimeurs français qui avaient l'amour du livre, et c'était un bel objet. Mais il y avait 300 livres et ça nous avait pris quelque chose comme 8 mois. À un moment, on était chez l'imprimeur, on essayait de remettre les pages dans le bon ordre et tout, c'était l'enfer. Mais voilà, ça avait vraiment mobilisé l'agence.
Et ce qui me plaît dans ce projet, c'est que l'année suivante, donc pour 300 livres, on avait quand même galéré. On va pas se mentir, c'était un gros projet, on avait galéré. L'année suivante, YouTube revient nous voir et nous dit: les gars, on a adoré le projet. Cette année, on veut faire 1200 livres et en plus, on veut 1200 vidéos personnalisées. Donc là, vous faites quoi? Vous recrutez, vous... Et me vient l'idée, alors tu sais que j'étais directeur financier pour cette entreprise, et en tant que DAF, en fait, j'étais amené à traiter des données, à prendre toutes les données comptables de production des filiales, et du coup, j'ai une certaine appétence pour le traitement des données, et là, je leur propose d'automatiser le process, où en fait, on fait comme le carcan graphique, dans lequel on va venir injecter toutes les informations. Donc là, YouTube nous envoie les bases de données vierges, où vraiment, par exemple, le format de date que YouTube nous envoyait, c'était les 4 chiffres de l'année, les 2 chiffres du mois et les 2 chiffres du jour, pour la date d'inscription, par exemple. Sauf qu'en français ou en américain, tu inverses le mois et le jour. En coréen, il y a des symboles. Oui, parce qu'en plus, il y avait 28 langues cette fois-ci. En japonais, il y a des symboles entre les chiffres. Enfin, Et du coup, il y a tout un traitement des données à faire, ça je m'en suis occupé, et à la fin, quand la base de données était clean, on a réussi à générer les 1200 livres et les 1200 vidéos en une seule nuit. Tout était fait en une nuit. Donc après, évidemment, il y avait la partie impression, mais le plus difficile, on va dire, était fait. Et ça, c'était vraiment un projet super, parce que ça a eu des répercussions énormes. T'imagines bien que les youtubeurs qui ont passé le million d'abonnés dans l'année, ils reçoivent ce genre d'objet, ils en parlent. Donc ils en ont parlé sur leur compte Instagram, ils ont fait des vidéos de unboxing du livre, et ça a eu des répercussions pour l'agence phénoménales. Wow. Non, en fait, ouais, j'essaie de prendre notion de ce que ça peut représenter comme boulot, en fait. Au sein de l'agence, vous êtes combien à bosser là-dessus? Sur la première édition, on était une petite vingtaine. Pour les 300 livres, où en fait il y avait comme une chaîne qui était faite, où une personne éditait le PDF du livre, une deuxième personne s'assurait qu'il n'y avait pas d'erreur, une troisième personne s'assurait qu'il n'y avait vraiment pas d'erreur. Ça avait pris un temps fou, mais sur la deuxième version, finalement il y avait une équipe de 8 graphistes, donc qui s'occupaient de faire la vidéo et le design du livre, et il y avait moi qui m'occupais de la base de données. En même temps, j'avais pris 2 chefs de projet pour faire des vérifications aléatoires dans la base de données que tout était correct. Et c'est tout, en fait. Donc on était beaucoup moins de monde, il y avait beaucoup plus de boulot à faire, et on était beaucoup plus vite. Ouais, grâce au fait que t'aies simplifié le process et tout automatisé. Ça nous a ouvert les portes chez YouTube pour faire plein d'autres projets ensuite, et même chez d'autres marques du groupe Alphabet. Qui ont vu le projet et qui en fait en avaient entendu parler sans même savoir que c'était nous qui l'avions fait. D'accord. Et ça, cette mission, donc toi tu la pilotes des États-Unis ou du Mexique? Non, à l'époque j'étais encore à Paris. T'étais encore à Paris? Ouais, j'étais encore à Paris à cette époque. Donc dans la foulée, c'est direction Mexico? Dans la foulée, c'est direction Mexico, ouais, donc je fais un... Et là, t'arrives quand? Comment dire, en quelle année t'arrives à Mexico? En quelle année? On était en 2017. Ouais, on était en novembre 2017. Ouais, c'est très récent. Quoi. Ouais, c'est assez récent. Où en fait, je me marie en août, en sachant qu'on va partir. Mais avant d'arrêter... En fait, j'ai pas fait Paris-Mexico. On a fait Paris-New York avec madame. Pour que moi je puisse passer du temps avec le dirigeant de l'entreprise et qu'on se coordonne sur quels sont les objectifs de l'ouverture de la filiale de Mexico. Voilà, qu'est-ce qu'on va louer en termes de budget, qu'est-ce que je dois atteindre comme objectif en termes de clients, en termes de montage d'équipe, quels sont les paliers en fait qu'on veut atteindre. Donc ça, je reste 3 mois à New York et donc j'arrive au Mexique en février, dans ces eaux-là. Ouais, du coup, ça va relativement vite quand même. Ça va vite, ouais. Mais l'agence se développait extrêmement vite. Donc ouais, il fallait aller vite de toute façon. Et c'est vrai que quand t'es pris comme ça dans l'émulsion, bah, tu te rends pas forcément compte à quel point tu vas vite. Et puis tu kiffes. En fait, moi j'étais super excité de retourner, de travailler à l'étranger, d'avoir une nouvelle expérience internationale.
Je te cache pas que quand on est parti au Mexique, on était un peu inquiet quand même parce que c'était le pays du monde dans lequel il y avait le plus de morts civiles après la Syrie, qui était un pays en guerre. Donc on n'était pas serein, tu vois. C'était pas non plus, on se disait pas qu'on allait passer un super moment. D'ailleurs, on a eu quelques déboires en arrivant. Mais voilà, c'était quand même l'expérience. Et puis, c'était ouvrir une filiale sur place. Non, c'était génial. On était vraiment excités à l'idée de partir. Et on savait qu'on n'allait pas y rester non plus très longtemps. C'était vraiment, j'y vais, j'ouvre la filiale, je lance le truc et je m'en vais. D'accord. C'était ça le plan. Et la vérité, c'est qu'au début, on avait un peu peur d'arriver là-bas. Mais qu'une fois qu'on y est allé, qu'on est resté 2 ans, on voulait plus repartir. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Comment ça se passe pendant ces 2 ans? Donc, tu ouvres la filiale, t'es le seul étranger sur place, tu recrutes des profils locaux, ou il y a une équipe qui t'accompagne dans l'ouverture? Écoute, j'arrive sur... En fait, si c'était à refaire, je le referais, mais je le ferais de manière plus structurée. Parce que là, on a quand même, comme tu l'as dit, c'est allé très vite. Et on a un peu foncé tête baissée. Donc moi, je suis arrivé là-bas, j'avais même pas de visa. Donc je me lance dans les démarches pour ouvrir la boîte. Mais en fait, il y a un changement de président à ce moment. Enfin, il y a un changement de président qui se prépare. Il y a une nouvelle élection qui arrive. Donc en fait, pendant 6 mois, on va dire que tout est bloqué. Il se passe pas grand-chose en termes administratifs avant l'élection. Et encore 6 mois après l'élection, il se passe pas grand-chose parce qu'il faut que les gens se mettent en place, etc. Donc c'est très 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 lent. Donc l'ouverture, elle prend au moins 1 an, ouvrir la filiale, alors que nous, on avait prévu de le faire en 2 mois. Tu vois le genre. Donc en fait, pendant 1 an, je suis là entre les avocats, alors je me fais accompagner par un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle French Founders, qui en fait propose, ils organisent un peu des événements de networking et aussi proposent de te mettre en relation avec des entrepreneurs français qui peuvent t'aider à monter ta boîte sur place ou à te conseiller sur leur expérience, etc. Donc je rencontre une personne qui est spécialisée dans l'ouverture de filiales au Mexique, qui est là depuis 20 ans, donc elle connaît bien les ficelles. Et en fait, elle m'explique qu'il y a eu un changement législatif qui fait que les boîtes étrangères au Mexique doivent avoir plus de salariés mexicains qu'étrangers. Sauf que moi, je suis le seul français. Donc je peux pas être salarié de mon entreprise. Et comme je ne peux pas être salarié de mon entreprise, l'entreprise ne peut pas prétendre à m'obtenir un visa. Donc en fait, le visa, finalement, pendant 2 ans, je ne l'aurai jamais. Waouh. Et du coup, ça a engendré plein de galères. C'est pour ça que je te dis que si c'était à refaire, je pense que... Ouais, tu t'organiseras un peu mieux quand même. Parce que partir sans visa, c'est vraiment pas recommandé en fait. J'ai vécu ça pendant mon expatriation au Maroc. Et pendant près d'1 an et demi, je devais ressortir tous les 3 mois du pays pour me faire tamponner le passeport avec un visa de tourisme. C'est exactement ce que j'ai fait. Je faisais des allers-retours entre Mexico et... J'ai bossé sans jamais avoir l'autorisation légale de bosser au Maroc. Mais paradoxalement, c'est que je bossais, je me faisais payer, j'avais un compte bancaire. Hein. C'était les seuls documents légaux que j'avais. Le seul document légal que j'avais, c'était mon RIB. Mais du coup, comment t'as ouvert le compte bancaire? Ils t'ont laissé l'ouvrir? Un pote. Ok. Tu vois, alors, je suis passé par un pote parce que sur des missions de consulting, le type il te dit c'est pas grave, je vous facture sur votre statut en France. Par contre, moi l'argent ne peut pas aller sur un compte français, donc on fait comment? Et je peux pas retirer du cash pour vous le donner. Donc, Ouais. Non, mais t'es obligé de trouver un peu des moyens comme ça détournés, de faire du business. Ah, t'as pas le choix. Après, comment dire, c'est ce qu'on dit, c'est les aléas de l'entrepreneuriat, et encore plus l'entrepreneuriat à l'étranger, et quand tu connais pas le pays, quoi. C'est vrai, parce qu'en vrai, ne pas connaître le pays, c'est une chose, mais en plus, si tu connais pas la langue, ou ne serait-ce que la législation, c'est une galère, quoi. En fait, ah, ça peut vite devenir un enfer. Après, on a le réseau quand même Business France qui est vraiment pas mal. Hein. Il y a les chambres de commerce aussi qui sont implantées dans les différents pays qui aident beaucoup.
Moi, j'ai d'ailleurs été, ça m'a beaucoup surpris en fait au Mexique de voir à quel point les organisations françaises étaient efficaces. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux trouver en France en fait. Non, non, mais ça, pour avoir vécu aussi dans notre pays, ouais, non, j'ai été confronté à des gens qui étaient ultra compétents. Exactement. Et dans notre pays, j'ai été confronté à des gens qui étaient ultra absents. Ouais, mais c'est marrant, tu vois, parce que tu arrives là-bas et tu te dis, mince, il faut que j'aille à l'ambassade, ça va encore être une galère. Mais en fait, tu t'arrives là-bas et c'est pas une galère. Non, ça dure 10 minutes. Ça va vite, tout est fait, tout est bien. Tu poses une question, on te répond de manière claire. T'as pas Après, de faut se dire formulaire qu'il y a pas mal de B0. monde. Généralement, dans ces cas-là, il y a pas mal de monde, il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont déjà passés avant nous et qui ont essuyé les plâtres. Donc les types que tu vois sur place, ils sont d'une efficacité redoutable. Mais du coup, ça me semble important de le dire pour que ceux qui écoutent ton podcast sachent qu'une fois que tu es sur place, si jamais tu as besoin d'accompagnement, tu t'en trouveras. Ouais. Tu vois, et ce sera d'un accompagnement efficace. Il n'y a pas à avoir cette crainte d'arriver là-bas et d'être dépourvu et de se retrouver en galère. C'est parce que la rayonnance de l'entrepreneuriat français à l'international, il y a des moyens qui sont mis dedans. En fait. Non, non, elle est importante. Elle est importante. Après, voilà, c'est comme je dis, il y en a qui vont être très bons, il y en a qui vont être très lents dans leur démarche, mais efficaces, mais très lents. Mais tu auras toujours une oreille et tu auras toujours un conseil. Hein. Ouais, exactement. Du coup, ouais, ça dure 2 ans. Donc, à monter une boîte de manière quasi illégale. Mais tu y arrives. Et après, donc ça se passe comment? C'est un choix de ta part de quitter le Mexique ou c'est la fin de la mission? En fait, une fois que la boîte est créée, c'est la fin de ma mission. On me propose de rentrer à Paris. Et en fait, avec ma femme, on s'était fait la promesse de faire le tour de l'Amérique du Sud avant de rentrer à Paris. Donc je négocie. Et puis j'avais envie d'autre chose aussi, faut se le dire. Donc avant de rentrer en France, on fait le tour de l'Amérique du Sud avec mon épouse. Où là, on fait du stop. On part pendant 7 mois en fait. Et du coup, vous parcourez, vous traversez quel pays? Alors on part du Mexique. On a pris un seul avion du Mexique vers l'Équateur. On a sauté la Colombie parce que ma femme est colombienne, donc on connaît déjà. On arrive en Équateur et de l'Équateur, on descend toute la côte ouest. Donc on fait Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine, Chili. On arrive jusqu'à Ushuaia, qui est la ville la plus au sud de l'Amérique du Sud. Et une fois qu'on est là-bas, je me dis mince, j'aurais jamais pensé qu'on y arriverait. Franchement, parce qu'on partait vraiment avec un budget serré et on n'avait pas de plan en fait. Et une fois au Ushuaia, on est remonté par la côte est, donc par l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil. Et une fois arrivé à Rio de Janeiro, on a repris l'avion pour le Mexique. Et à ce moment-là, on est rentré en France. Donc ce périple, il a duré 7 mois. 7 mois pendant lesquels j'ai eu tout le loisir de me demander ce que j'allais faire de ma vie une fois rentré. Et on a eu le bonheur de rentrer à Paris la veille du confinement. Donc c'était un retour, comme tu peux l'imaginer, un peu particulier. Ouais, non, c'est original. Ouais. Déjà, retourner à Paris, c'était... Après être parti, j'étais quand même content de rentrer. Ça m'a pas fait le même effet qu'à Barcelone. Que quand je suis rentré de Barcelone, je veux dire. Ouais, mais je pense, le fait de rester... Comment dire, quand tu rentres de Barcelone, tu y rentres après 5 ans. Ouais. Et après, je pense qu'il y a aussi une question de maturité. C'est tu reviens pas à Paris... Tu reviens pas à Paris dans les mêmes conditions, puisque tu rentrais à Paris pour fermer ta boîte, quand même. Exactement, oui. C'est ce que j'allais dire. Je reviens à Paris après une expérience enrichissante. Voilà, donc ouais, là, t'es plus... Généralement, t'es plus posé, t'apprécies beaucoup plus les choses. Hein. Exactement. Et puis je reviens par choix aussi. C'est une volonté de notre part de revenir à Paris. Donc voilà. Après, c'était juste qu'on revient la veille du confinement, donc c'est pas l'idéal. Mais je revenais avec l'intention de créer une entreprise. Je savais pas encore vraiment comment ni quoi. Je savais avec qui. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est marrant parce que c'est un ami que j'avais rencontré à Barcelone, Nicolas. Et en fait, on s'était toujours dit, un jour, on fera un truc ensemble. Depuis Barcelone, mais on savait pas encore quoi. On savait pas encore quand. On savait même pas comment. Et en fait, il a fallu que tout ce temps se passe
pour qu'il y ait le déclic et qu'on se dise, voilà, ça y est, c'est le moment pour qu'on fasse un truc ensemble. Allons-y. Donc ouais, du coup, comment dire, en gros, vous vous promettez ça, on est en 2013, 2014, et vous le faites 6-7 ans plus tard. Exactement, ouais. Exactement. Non, mais en même temps, c'est génial, parce que vous avez eu le temps de mûrir, Mhm. d'avoir des expériences pro qui ont dû être hyper enrichissantes. Donc à un moment donné, oui, tu sais à peu près ce que tu veux. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant tout ce temps, on est toujours resté en contact et on s'est beaucoup aidé l'un et l'autre dans nos carrières respectives. Et du coup, on a appris à savoir quel est l'intérêt, enfin pas quel est l'intérêt, mais quelles sont les compétences de l'un, quelles sont les compétences de l'autre, et on a appris à s'admirer l'un et l'autre en fait. Et, 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 je crois que dans la vie d'un entrepreneur, trouver un associé, c'est vraiment très difficile. Et quand tu as la chance de trouver quelqu'un que tu admires et qui t'admire en retour, et que ça fait 7 ans que ça dure. C'est la... Je pense que c'est l'élément le plus important quand tu montes une boîte, si tu t'associes à quelqu'un. Ouais, je pense aussi. Mais vraiment, moi, je te parle en connaissance de... Je parle en connaissance de cause et pour l'avoir vécu, c'est l'élément le plus important. Ouais, j'ai vu plein. Enfin, tu t'imagines bien que bah, toi aussi, tu l'as vécu parce que tu m'en as parlé. On va pas sortir les dossiers maintenant, mais Non, non, mais j'ai rencontré Mais vraiment, d'autres entrepreneurs qui ont eu de mauvaises expériences et c'est vrai que s'associer, c'est comme trouver une femme en fait. Il faut être sûr de son coup. bah, parce que des fois, tu vas passer plus de temps avec ton associé qu'avec ta compagne. Exactement. Vraiment. Et vous allez vous embrouiller de toute façon. Il y aura des disputes, des désaccords. Tu vas t'embrouiller. Oui, alors ça, comment dire, ça dépend le degré, ça dépend le caractère d'un âge. Par contre, tu auras des désaccords, faudra trouver des compromis. Mm-hmm. Et quand il n'y a pas de compromis, bah, des fois, en fait, bah, ça va être non. Exact. Ça va être non. Et puis après, tu sais, tu vas dire, et c'est un peu, c'est comme quand tu te lèves, tu dis, putain, j'ai une idée géniale. Voilà. C'est ça. En couple, tu peux le gérer. En couple, tu peux le gérer. C'est en couple, ça concerne toi et la personne. Ça concerne pas la troisième personne qui est la boîte. Il y a le financier qui rentre en compte. Il y a l'image que ça peut donner. Il y a machin. Moi, je le vois même par rapport à la boîte de com. Hein, où je bosse aujourd'hui avec Cyril. Sur certains points, on a des points de vue qui sont complètement différents. Et on sait qu'on n'ira pas. On n'ira pas là parce que ça ne lui correspond pas. Et on n'ira pas là parce qu'en fait, ça ne correspond pas du tout. Bien sûr. Voilà, donc non, l'associé, c'est un partenaire de vie, quoi. Exactement, exactement. Et tu vois, là, je me sens... pour cette raison, je me sens en confiance dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Alors que dans ma première boîte, comme je te l'ai dit, ça m'est tombé un peu dessus, j'étais pas préparé, j'étais pas serein, en fait. Mais là, c'est une expérience déjà qui s'appuie sur tout mon parcours international. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, l'entrepreneuriat, je l'envisage mondialisé. Tu vois, je me dis pas que nos clients seront en région parisienne ou autour de nous. Je sais déjà que, en fait, on peut avoir des clients partout. Il n'y a pas de limite. Après, on va tous passer par là. Moi, j'ai des clients que j'ai dû voir une fois sur peut-être 1 ou 2 ans de collaboration. On se voit, on s'appelle, on se fait une visio, c'est pas plus mal. Donc, non, mais après, ça permet d'avoir un mindset qui est complètement différent. C'est pour ça, en fait, il y a aussi la question moi, que j'aimerais te poser, c'est sur le fait de rentrer, l'impatriation. C'est comment toi, tu le vis et comment ton entourage le vit. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est que tu pars, lorsque tu pars et que tu rentres différent. Voilà. Et ça, autant toi, tu le vis de l'étranger, donc il y a pas de... Tu t'en rends pas compte. Mais tu vas t'en rendre compte, c'est dans le regard des gens que t'as laissé en France, que t'as laissé à Paris, et que tu rentres au bout de 5 ans, puis tu repars au Mexique, puis tu reviens, puis... C'est vrai que quand tu... non, mais tu fais bien d'en parler, c'est parce que c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. En tout cas, tous les expats que j'ai connus qui sont rentrés l'avaient sous-estimé, et moi aussi. Le retour en France, c'est une étape... déjà, administrativement, c'est quand même difficile. Nous, ça nous a pris 1 an, par exemple, avant d'être de nouveau en règle, de nouveau être déclaré aux impôts, à la Sécu, d'avoir une mutuelle, etc. Là, on est en octobre, on est rentré en mars de l'année dernière, et tu vois,
À peine maintenant, je me sens déjà un peu plus serein, mais quand on est rentré, on était à l'ouest, on était vraiment hors du système. Donc, ne serait-ce qu'administrativement, c'est dur. Mais après, c'est vrai que t'as toute ta famille ou tes potes qui sont restés là, pour qui la vie a continué. Mais du coup, t'as pas partagé tous ces moments où leurs enfants sont nés, t'étais pas là pour jouer avec eux, pour les voir grandir. Tu rentres, ils ont déjà 3-4 ans. Et forcément, il y a une distance qui s'est créée. Et du coup, il y a certaines facettes pour lesquelles vous devenez des inconnus l'un pour l'autre, quand bien même vous étiez des amis d'enfance. Et c'est parfois un peu difficile à vivre, même si quand c'est des vrais amis d'enfance, quand c'est vraiment tes frères et tes sœurs, on peut le dire comme ça, en fait vous prenez plaisir à vous redécouvrir. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, donc je suis content. Bah, c'est ça, tu te redécouvres. Voilà. Tu te redécouvres et il y a un truc, après, comment dire, je sais pas si toi tu le vis de la même manière, moi je me rends compte que, allez, moi j'ai quitté le pays pour la première fois, on était en 2013, donc ça fait 8 ans. Et sur ces 8 années, si je te dis pas de bêtises, j'ai dû vivre en France moins de 3 ans. Mais au coup par coup. Hein. Ouais. Au coup par coup, moins de 3 ans. Mais ça, c'est vraiment, mais je pense que si on compte les jours, on est plus proche des 2 ans que des 3 ans. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, les personnes dont je suis le plus proche, alors tu vas rire, hein, c'est les personnes que j'ai rencontrées à l'étranger. Ah ouais. Aujourd'hui, quasiment tous mes meilleurs potes, si ce n'est 1 ou 2 potes d'enfance ou d'ado, ce sont quasiment que des personnes rencontrées à l'étranger. Non, mais ça me surprend pas vraiment. Je te parlais d'Ismaël, le Catalan, qui lorgne sur le Mexique. Ouais. Je l'ai rencontré au Maroc. J'ai un autre pote, Nico, je l'ai rencontré au Portugal. Ouais. Et je peux t'en citer plein. Hein. Ça, je comprends parfaitement, mais évidemment. D'ailleurs, Nico, tu sais, il habite même pas en France, il est à Francfort. Donc en fait, non, mais c'est comme ça, évidemment. Parce que, en fait, c'est un mindset, cet état d'esprit de partir, de tout plaquer, vivre à l'étranger, et c'est un vrai mindset. Donc évidemment que tu es en dissonance avec tous les gens qui veulent pas partir et qui veulent leur maison ici. C'est respectable aussi, mais c'est juste tellement différent que forcément il y a une sorte de clivage. On n'est pas programmé pour. Nous, non. Je pense qu'on n'est pas programmé pour. Hein. Quand tu dis nous, tu veux dire qui Non, les entrepreneurs ayant vécu à l'étranger ou ayant encore des activités à l'étranger, c'est quand tu vois le modèle, le modèle de nos générations, entre ceux qui sont restés en France, qui ont toute leur carrière en France et ceux qui ont vécu à l'étranger, il y a un gap, il y a un fossé qui est énorme. C'est vrai, bien sûr. Bien sûr. Moi, je le constate, des fois, tu sais quoi, des fois j'ai les discussions, j'ai peur. Hein. En fait, tu te dis, t'es parti, donc t'as raté plein de moments. Mais tu te dis, ouais, mais si j'étais resté. C'est ça, t'aurais raté d'autres moments, évidemment. C'est exactement ça, donc... Non, mais oui, choisir, c'est renoncer, c'est bien ça. Quand tu fais le choix de partir, d'un côté, tu renonces à t'enraciner. Mais l'enracinement, c'est aussi important. C'est pour plein de personnes et pour 1000 raisons, c'est important aussi d'avoir ses racines quelque part. Ah, mais c'est clair, non, mais aujourd'hui, comment dire, moi, c'est quand je parle de France, je me sens toulonnais, mais parce que quasi arbitrairement. Ouais. Je me sens toulonnais parce que sur 36 ans, je pense que c'est la ville où j'ai vécu le plus de temps. Tu t'as grandi là-bas, j'imagine. Même pas, j'ai grandi dans le nord de la France jusqu'à mes 9 ans. J'ai découvert le soleil, j'ai découvert le soleil à l'âge de 9 ans. J'ai découvert ce concept génial à 9 ans. Ah, mon pauvre. Donc non, c'est pour ça les expatriations, ça a été le Portugal, le Maroc. Ah oui, t'avais besoin de soleil, ouais. Je comprends. Non, mais ça se justifie. Je comprends parfaitement. Non, mais voilà, tu renonces à des trucs, mais ça reste enrichissant, donc... Bien sûr, mais comme tu dis, c'est vrai que ce clivage avec du coup les personnes avec lesquelles tu étais proche avant de partir, au retour, il peut être un peu difficile à vivre. Mais je crois qu'au bout d'un moment, tu te fais une raison en fait. Tu sais, et c'est très bien comme ça en réalité. Ah, moi je me suis fait une raison honnêtement très tôt. Je pense que je me suis fait une raison que j'étais encore à l'étranger. Je savais pertinemment que le retour allait être compliqué. Donc, Ah voilà, tu vois. Donc ouais, tu te prépares, tu rentres Et puis ça se démocratise de plus en plus. Maintenant, il y a plus de choses. Quand t'es parti la première fois en 2013, c'était un peu comme moi. Il
Ça, on n'en parlait pas trop à l'époque. Mais regarde, Bien, maintenant, oui. il y a plein de blogs, maintenant il y a des podcasts aussi, où tu peux savoir un peu, avoir des retours d'expérience des gens, et du coup c'est quand même intéressant. Tu peux même savoir comment va se passer son retour avant même d'être parti. Avant, ça, c'était pas possible. Ouais, bah c'est ça, comment dire, d'où ce qu'on se disait en préparation du podcast, c'est le sujet de l'impatriation, aujourd'hui il est quasiment plus traité que l'expatriation. Exactement. Parce qu'on se rend compte que l'impatriation, elle peut être d'une violence, alors ok, administrative, déjà, rien que ça, comme tu disais, mais l'impatriation est d'une violence inouïe. C'est vrai, bien sûr. Tu te balades dans ta ville, tu la reconnais pas. C'est vrai. C'est pas évident. Je me perds à Toulon. Ça s'invente pas. Je me perds à Toulon. À pied, je me perds. Non, mais tu vois, après, nous, on est rentré dans le Covid, donc parfois, je me dis que ça nous a quand même aidé, en fait. Ah, c'est pas mal comme ça, quand même. Bah ouais, du coup, pendant 1 an, on était en galère comme tout le monde, en fait. Tu sors pas de chez toi, voilà, c'est tout. Bienvenue à la maison, reste-y. T'as fait le tour de l'Amérique du Sud, viens, tu vas faire le tour de ton appart, tu vas voir, c'est génial. Mais du coup, ça nous a liés, tu vois, parce qu'on était deg de pas pouvoir voir nos potes, mais du coup, on s'appelait plus, etc. Donc c'était, comme tu le dis, c'était un bon sas, au final, pour nous. Bien sûr. Voilà, donc dans d'autres conditions, je sais pas comment ça se serait passé. Ah, ça, écoute, là-dessus, je vais bien te croire. Tu vois. Du coup, aujourd'hui, ça fait quoi, ça fait un peu plus d'1 an que t'es en France. Ouais, ça se passe comment? Donc, quelles sont tes activités? Donc, on va parler de ta boîte, de ton podcast. J'ai la première question. Après, elle est purement orientée, la question. Qu'est-ce qui fait que tu lances un podcast? Bah écoute, c'est très intéressant comme question. Quand je suis rentré en France, je m'attendais à ce dont on vient de parler, où en fait il y aura un clivage entre tout mon ancien réseau d'amis et de connaissances. Alors mes amis, c'est mes amis, ils sont toujours là, ils seront toujours là, je serai toujours là pour eux, ok, c'est une chose. Mais tout mon réseau de connaissances, il a changé en fait. Je suis rentré à Paris, je connaissais plus personne. Et ça, je m'y étais préparé. Donc j'étais rentré avec une idée en tête, c'était de faire tout mon possible pour sortir de ma zone de confort, parce qu'à la base je suis quelqu'un de très introverti, et rencontrer le plus de monde possible. Et donc j'ai repris les études, donc là je passe un MBA en cours du soir, à la Sorbonne, le rythme est quand même assez intense, mais du coup ça me permet de rencontrer du monde. Il y a le projet du podcast, qui est franchement, évidemment je prêche un convaincu, mais je crois que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Parce que animer un podcast, ça te permet de rencontrer des gens dans un contexte où en fait tu fais vraiment connaissance. Et je trouve ça vraiment fantastique. Ça m'a permis de rencontrer des gens. Imagine-toi, j'ai rencontré Luc Julia, le mec qui a inventé Siri chez Apple. Mais à aucun moment je me serais dit que j'allais parler avec ce mec-là, tu vois, par exemple. c'est quand même assez ouf. Et du coup, le podcast, je le fais vraiment, c'est devenu un vrai plaisir. Et j'ai pris un bureau en coworking qui me permet aussi de rencontrer plein d'autres entrepreneurs, de participer à des ateliers, etc. Voilà, comme je te l'ai dit, j'interviens à l'université Paris-Descartes pour donner des cours sur le traitement des données. D'ailleurs, le cas de YouTube dont j'ai parlé, c'est mon premier use case en fait pour le cours. Donc ça m'a aussi donné plein de matière pour le support de cours. Et puis il y a l'incubateur de start-up. Donc tout ça, comme je te dis, je suis rentré en me mettant bille en tête de faire le plus de rencontres possible. Donc j'essaie de participer au maximum de salons, de conférences auxquelles je peux participer, qui sont sur les thématiques qui m'intéressent. Avec le Covid, évidemment, c'était compliqué, mais là ça reprend. Et tu vois, il y a le salon Big dans pas longtemps. Je vais sûrement y passer une tête. Mais voilà, ouais. Retour en France, en sachant que ce serait dur que mon réseau aura disparu, en fait, pour le dire très clairement. Ah, c'est compliqué, ouais. Quand tu t'absentes pendant un certain temps, c'est compliqué de relancer ton réseau. Oui, tu reviens, ça y est, les gens t'ont zappé, en fait. C'est pas méchant, mais c'est simplement qu'ils sont passés à autre chose. Et puis toi aussi, de toute façon. Donc, c'est clair. Donc voilà.
volonté de me faire un nouveau réseau et du coup je regrette pas du tout quoi, parce que c'est super enrichissant. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes en ce laps de temps de 1 an et demi. Je me suis même fait des nouveaux potes. Donc non, tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien. Là, aujourd'hui, l'avenir de ton podcast, t'as une idée ou t'as, comment dire, t'avances à tâtons, tu veux, je vais pas dire industrialiser la chose, mais vraiment tu veux en faire un média à 100%? Bah en fait, le podcast au début, je l'ai lancé en étant très attentif au nombre d'écoutes, etc. Mais plus j'y pense et plus je me dis que de toute façon, en vrai, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'écoutes. Souvent, on doit faire 1000 écoutes par mois à tout casser, quoi. On fait pas beaucoup de promos non plus, donc c'est pas... voilà. Mais ça m'apporte tellement, en fait, en termes de rencontres et de partage et d'expérience, que peu importe le nombre d'écoutes. Et puis de toute façon, on s'était lancé dans ce projet en se disant que ce serait de la communication pour l'entreprise, donc c'est toujours bon à prendre, que ça fait du réseau, donc c'est toujours bon à prendre, et puis que de toute façon, un projet d'entreprise, tu sais, il y a notre temps à nous en tant que personne, donc parfois on est pressé, etc., mais le temps d'une entreprise, elle a sa propre temporalité, et en fait une entreprise, en 1 an, elle fait rien, mais en 10 ans, ça peut devenir un empire. Donc en fait, nous on part vraiment avec cette volonté de faire quelque chose qui dure, de prendre du plaisir à le faire, et tant qu'on prendra du plaisir à le faire, on se mettra pas la pression et on continuera, et c'est sans limite quoi. Moi, je prends l'exemple qui était passé il y a quelques jours, je crois que j'ai dû le voir sur LinkedIn ou autre, où on t'explique que la première année, Coca a vendu 25 bouteilles. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Non mais tu vois, c'est 25 bouteilles la première année. Okay. Non mais tu vois, combien aurait arrêté? Moi le premier, je lance un truc de boisson, je vends 25 bouteilles, je lâche l'affaire. Non, après, il y a un truc que je t'enverrai, l'intervention d'un speaker aux États-Unis, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Bon, ça reste vulgaire, je te l'enverrai après. Mais en fait, en une phrase, il résume une vie d'entrepreneur. Mais véritablement, en une phrase, ça doit être en 15 mots. Donc tu l'as là en tête, là, ou... Hein? Ouais, je l'ai en tête, mais je te l'enverrai. Mais véritablement, en une phrase, 15 mots. Ok, bah écoute, tu m'as... Voilà, je suis curieux, j'ai hâte de savoir. Enfin. Est-ce qu'il y a... Comment dire, après, là, on arrive sur la fin du podcast, c'est... est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite s'expatrier? Pas spécialement au Mexique, peut-être pas spécialement en Amérique du Sud, mais ne serait-ce que sur l'envie de s'expatrier. Ben, en fait, oui, comme je te le disais tout à l'heure, tu sais, moi je suis parti un peu tête baissée. Je regrette pas de l'avoir fait, mais c'est vrai que si jamais c'est possible de s'organiser avant pour arriver sur place avec tout le nécessaire pour ne pas être en galère administrativement, tu vois, que ce soit le visa, de se déclarer à l'ambassade, ce genre de choses, vraiment ça aide beaucoup en fait, parce que si tu le fais pas, tu peux te retrouver un peu dans des situations loufoques, à devoir gérer des galères que tu aurais pu t'épargner facilement. Après, si tu pars dans l'espace européen, t'as pas toutes ces galères, donc c'est beaucoup plus simple. Franchement, non, bah, le conseil, c'est de prendre son billet d'avion et d'y aller, quoi. Et comment dire, et de poser les 2-3 bonnes questions et d'être entouré des bonnes personnes pour l'installation. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve en fait, qu'on retrouve de partout, quels que soient les pays. Alors même au sein de l'UE, certes, c'est un peu plus facile. Moi, je le vois avec le Portugal. C'est tellement simple de s'expatrier au Portugal. Mais si t'es pas accompagné dès le départ, tu te retrouves dans des galères. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'entends des aberrations. Non, mais c'est vrai que quand t'es accompagné, c'est plus simple. Tu vois, moi, quand je suis arrivé à Barça, par exemple, je parlais pas espagnol. Et du coup, quand j'avais un problème avec Internet ou l'eau ou le gaz, j'étais en galère, quoi. J'étais vraiment en galère. Et du coup, c'est bien d'avoir un pote qui est là, qui parle et qui peut t'aider, ou de te faire accompagner, effectivement, par un réseau d'entrepreneurs ou quoi que ce soit. C'est toujours intéressant. D'ailleurs, avant de partir, c'est bien de faire le point sur qu'est-ce qui existe sur place,
Ouais. des cordes auxquelles tu pourrais te rattacher si jamais. Et après, moi, ce que je conseille aussi, c'est aux gens d'aller passer quelques jours avant de s'expatrier. Quand c'est possible, ouais, c'est mieux, carrément. Véritablement, parce que les histoires, notamment ça, moi j'ai vécu ça au Maroc, où... alors, j'étais capable d'identifier les gens dont c'était pas la première expatriation, parce que quand tu viens de Corrèze et que tu arrives à Casablanca, là aussi il y a un gap. Il y a un gap à franchir qui est énorme. Et il y avait notamment une expatriée qui venait, si je dis pas de bêtises, des Vosges ou du Jura, mais elle était tellement à l'aise à Casablanca. Et en fait, je lui dis, mais je fais, c'est pas ta première expatriation? Elle me fait, non, j'ai vécu 3 ans à Montréal. Ok, je comprends. Beaucoup trop à l'aise. Et il y avait un autre type qui débarquait, lui, il était sûr de lui. Et j'avais parié avec lui, en fait, dans combien de temps il allait rentrer définitivement en France. J'avais misé sur 6 mois. Moi, j'avais misé sur 6 mois. Il est rentré au bout de 3, il n'avait pas encore défait ses bagages. Mais ça, c'est intéressant. Il était mis en c'est vrai veilleux, que quand tu arrives comme ça encore dans un pays et que tu t'expatries, défait ses... il y a vraiment une longue période d'adaptation. Et du coup, il faut réussir à la franchir, quoi. Parfois, c'est vraiment dur. Tu vois, nous, on arrive au Mexique. Pendant 6 mois, on n'était pas tétanisés, mais on a vécu des tremblements de terre. On s'est fait voler nos affaires. On s'est fait racketter par la police. Je te jure qu'on n'allait pas au ciné le samedi soir. Ça nous a pris 6 mois avant de se sentir suffisamment à l'aise pour sortir, aller au resto tranquille, en soirée, et rentrer chez nous le soir à pied. Mais avant ces 6 premiers mois, on n'était vraiment pas suffisamment serein pour le faire. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Tu vois, donc il y a vraiment une longue période d'adaptation, mais une fois que tu t'es adapté, ça y est, tu te sens comme à la maison. Et du coup, voilà, il faut pas baisser les bras trop vite, c'est ça que... Non, surtout pas. Et on repense à Coca, 25 bouteilles la première année. En plus, ouais, exactement. Je vais me le mettre comme toi sur un post-it contre mon mur. Pour se souvenir. Il faut pas lâcher l'affaire. Comment dire, tu vas rire. L'un des derniers que j'ai collé, c'est le fameux de RT. Attends, c'est quoi? C'est RTFM. Pour pas l'oublier. En fait, c'est des mecs qui sont dans le social engineering, qui t'expliquent, qui te disent, on en a marre du fameux RTFM. Et le type arrive, il me se dire quoi? Il leur dit, en fait, c'est ce qu'on appelle read the fucking manual. On en a marre de ça. Et j'ai trouvé ça tellement percutant, le RTFM. Ouais. Je connaissais pas, j'allais te demander qu'est-ce que mais c'est pas ce du truc. Tout, je connaissais pas du tout. C'est les mecs de la boîte, c'est une boîte française qui s'appelle BZ Hunt. Ils sont commandités par des entreprises pour se faire pirater. Ah oui, ok, ils sont dans la cybersécurité. Voilà, et en fait le truc c'est c'est identifier nos failles. Mais c'est-à-dire que autant online, autant vous venez vous infiltrer vous rentrez dans nos locaux et vous nous volez les données s'il faut. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant. Voilà. Donc non, il parlait de ça. Parce qu'il te disait que ce job, bien qu'on soit doué en informatique dès l'école, on nous a jamais appris à faire ça. À aller, ouvertement aller cambrioler une boîte, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un boulot marrant. C'est un boulot intéressant. Il te l'explique, hein. Il t'explique qu'il se pointe à l'accueil du truc. Voilà, on a été mandaté par le chef de la sécurité, on est là pour faire un audit. Il fait un gars sur 2, tu dis, allez-y, entrez. Ouais, c'est ouf. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Tellement facile, en fait, de hacker une entreprise, enfin. Ouais, non, mais comment dire, non, mais je pense que non, ça peut être l'objet d'un podcast un jour, mais je te promets, je pense qu'un jour, il faudrait faire un podcast sur des sujets un peu connexes à l'entrepreneuriat et voir, mais tellement. Comment est-ce qu'il s'appelle, du coup? BZ Hunt. BZ Hunt, ok. Ouais. Je vais les contacter de ta part. Ils sont passés sur Thinkerview, sur la chaîne Thinkerview sur YouTube il y a pas longtemps. Ah ouais, j'adore cette chaîne. Ok. Bah. Très bien, je regarderai ça. Romain, du coup, écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie. De toute façon, il y a des chances qu'on se croise sur Paris. Bah, j'espère, écoute, un apéro au chat ou un apéro Aline et Romain. Mais ça serait tellement marrant qu'on monte un truc au chat sur Paris. C'est clair, ce serait trop bon. Faisons ça, Aline. Moi, je t'attends en tout cas. Je suis ici, je bouge pas pour l'instant. Et ça me ferait très plaisir.
Bah pareillement. Je te remercie. Bah écoute, je te dis à très très vite. Et pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, bah merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, prenez soin de vous.